Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Géraldine. Géraldine qui va nous conter quelques légendes. Bonjour Géraldine. Bonjour Laura et merci de m'avoir invitée pour vous raconter quelques légendes du Briançonnais. Du coup, on va commencer avec la célèbre légende de la Dame Blanche dont beaucoup de gens ont entendu parler. Géraldine, c'est à vous. Je vais vous raconter une histoire de la Dame Blanche du col du Lautaret. Il en existe plusieurs, je vais m'arrêter sur celle-ci. Cette histoire de fantôme est plus connue dans le Briançonnais. La légende se situe en hiver, sur la route du col du Lautaret, lorsque les rigueurs de la saison transforment la délicieuse balade connue en été en une périlleuse et parfois fatale expédition. En effet, lorsque la tourmente se déchaîne, rendant la visibilité quasiment nulle, la route sillonne dangereusement entre des parois de neige formées par les congères et la chaussée est aussi glissante qu'une patinoire. Nombreux sont les gens qui ont dû abandonner leur voiture ensevelie sous la neige et poursuivent leur chemin à pied, avec le risque de finir congelés jusqu'au prochain printemps. L'histoire raconte l'étrange aventure survenue à de nombreuses personnes au cœur de la nuit et de la tourmente, alors qu'elle était concentrée sur la conduite de leur véhicule. Une incroyable apparition les surprenait au détour d'un virage. Une dame vêtue d'une robe et d'un châle dont la blancheur immaculée rappelait celle de la neige faisait de l'autostop appuyé contre la paroi glacée. Troublée et peinée par l'apparence d'union de ces étranges fantômes, nombreux sont ceux qui lui offraient l'hospitalité dans la réconfortante chaleur de leur voiture. Son visage était entièrement dissimulé par son châle et toutes les tentatives de conversation s'avéraient vaines. Le curieux personnage gardait obstinément le silence. Les automobilistes reprenaient alors leur conduite et la nécessité de se concentrer leur faisait notamment oublier leurs passagères. Le voyage se poursuivait, toujours sans dommage. Arrivé à bon port, ils ne pouvaient que constater la disparition de la dame. Dans les auberges de la région, on raconte que la Dame Blanche du Lautaret protège les automobilistes qui la prenaient à leur bord. Quant à ceux qui l'ignorant, le voyage se poursuivit au péril de leur vie. On raconte aussi que certains ont été internés en asile psychiatrique à Laragne pour avoir relaté cette histoire. Nous allons maintenant aller du côté de Chamandrin, toujours avec Géraldine. Restez avec nous sur KTB Radio. Maintenant, je vais vous raconter la légende de Chamandrin. Au XVIIIe siècle, un petit hameau près de Briançon coulait des jours paisibles, lorsqu'une troupe de brigands s'arrêtait à l'auberge en pleine nuit. Leur chef dit à l'aubergiste terrorisé : « Nous allons pas butiner les pauvres gens comme vous
car nous avons fait bonne recette ces jours-ci. Nous avons faim, servez-nous un civet de lièvre, et vous serez payé. L'aubergiste proteste embarrassé. Du lièvre? À cette heure? Mais où le prendre? Le chef des brigands ne transige pas. Arrangez-vous, mais j'exige un civet dans l'heure, ou gare à vous. L'aubergiste, penaud, bien, dans ces conditions, il file dans sa cuisine. 1 heure se passe et l'aubergiste revient triomphant. Le repas est servi, le civet odorant, onctueux et accompagné d'un bon vin de Saint-Crépin, ce qui met les brigands en joie. Au moment de partir, le chef se tourne vers l'aubergiste et lui dit « Sacré Briançonnet, vous l'aviez ce lièvre !» C'est alors qu'un jeune enfant, fils de l'aubergiste, d'une voix fluette dit « Même qu'il miaule, votre lièvre, miaou miaou !» « Vous avez osé nous servir du chat ?» dit le chef des brigands, menaçant et brûler le village. Les villageois, terrorisés, demandent grâce. Le chef a bien déjeuné quand même, ce qui l'a mis en forte bonne humeur. Eh bien, désormais, vous l'appellerez votre village Chamandrin. Ce sera l'endroit où Mondrin a mangé du chat, car je suis Mondrin. À vous revoir, bonnes gens, et la troupe s'en va au galop dans un nuage de poussière. Nous passons à présent sur Saint-Véran. Maintenant, je vais vous raconter la légende de Saint-Véran. Il existait jadis au pays d'Avignon un dragon. Ce monstre était d'une férocité légendaire. Il ravageait tous les villages de la plaine et semait la terreur chez tous les contadins. Beaucoup d'hommes courageux et guerriers connaissaient à fond les ruses du combat, avaient tenté de le tuer, mais leur téméraire audace avait toujours été vaine, et ils avaient tous péri dans la gueule du monstre d'où jaillisse le feu. Et le dragon, de plus en plus cruel et sanguinaire, régnait sur le pays terrifié. Ce fut alors qu'un saint évêque nommé Véran de Cavaillon s'avisa d'empoisonner l'immonde bête. Le monstre, en proie à d'horribles souffrances, s'enfuit, hurlant de douleur, le long de la Durance. Il se traîna ainsi, agonisant jusque dans les Alpes, et vint mourir le long du Guil, face au Viso, dans la combe de l'Aigle Blanche. L'été suivant, les bergers de Provence montaient là avec leurs troupeaux, aspirant aux habitants le bienheureux miracle. Dès lors, ceux-ci délièrent leur paroisse à l'évêque vénéré, et c'est depuis ce temps-là que le pays se nomme Saint-Véran. Maintenant, avec une nouvelle légende, partons au Vigneaud. Notre dernière petite légende sera le pré de Madame Carle ou la belle dame des Vigneaux. Madame Carle vivait dans un château à la bâtie des Vigneaux, à l'entrée de Valouise. Elle avait appris qu'un jeune peintre peignait une fresque sur l'église de Vigneaux. Un jour, alors que son mari était parti en campagne en Italie avec le roi Louis XII, elle décida de monter au Vigneault. Elle
s'adressa au jeune peintre. « Que peignez-vous » lui demanda-t-elle. « Je peins les 7 péchés capitaux. J'en ai terminé 4, et il me reste à représenter l'orgueil, la luxure et l'avarice, » lui répondit le peintre. Ils se mirent à discuter. Le peintre, qui commença à tomber amoureux de la belle dame, la raccompagna jusqu'à la bâtie et lui proposa des rendez-vous dans toute la Val-Louise. Mais à chaque fois, Louise trouvait toujours un prétexte pour ne pas s'y rendre. Pendant ce temps, la fresque n'avançait pas. Un jour, elle décida de rendre jaloux le jeune peintre. Elle monta à l'église des Vigneaux au bras d'un beau seigneur de Rannes, une seigneurie de la vallée de la Durance. Le peintre entra alors dans une colère folle et par vengeance, il peignit l'orgueil chevauchant un lion avec le visage d'une seigneur de Rannes. La luxure, montée sur un bouc avec le visage de Madame Carl, se regardait dans un miroir. L'histoire courut ainsi dans toute la vallée, et lorsque le mari rentra, il ne dit un mot. Mais il enferma sa mule dans son écurie sans lui donner à boire. Au bout de 2 jours, il sella sa mule et le couple montra au pré qui leur appartenait au fond de la vallée. Monsieur Carl prenait bien garde à ce que la mule ne boive pas. Lorsqu'il arriva au pré, Monsieur Carl lâcha la mule sur laquelle était montée Louise. L'animal, assoiffé, se précipita vers le Guir pour boire. Et Madame Carl, déséquilibrée par la fougue de la mule, tomba dans les flots tumultueux du torrent qui l'emporta. On retrouva son corps au bout de 2 heures. Depuis ce jour, cet endroit porte le nom de pré de Madame Carl. Nous continuons maintenant nos promenades, cette fois-ci avec une légende à Mont-Dauphin. Nous passons maintenant à la légende du plateau de Milours à Mont-Dauphin. Le plateau de Mont-Dauphin avant s'appelait le plateau du bûcher. Les gens disaient qu'il y avait une malédiction et que toute personne qui s'aventurait sur le plateau emmènerait malheur sur toute la région. Aussi personne n'osait venir à cet endroit. Une année de sécheresse, des moutons ne trouvèrent plus d'herbe suffisante pour se nourrir et ils furent attirés par l'herbe grasse qui poussait sur le plateau et qui restait délaissée. C'est alors qu'une brebis tomba sur un replat au bord de la falaise. Vite! Le petit berger qui l'accompagnait, le troupeau, descend pour la récupérer. En descendant, il aperçoit une grotte d'où sortent des grands cris. Intrigué, il s'approche dans l'obscurité et voit un grand sac d'où proviennent des cris. Il s'avance encore et tombe sur un parchemin. Il le prend, le déroule, mais il n'arrive pas à le déchiffrer. Il ne sait pas lire. Alors, il ouvre le sac et là, d'un coup, des milliers de vents s'échappent rapidement et dévastent tout sur son passage. Rien ne résiste. Les grands arbres sont déracinés et les herbes desséchées. Plus rien de riche ne poussera sur ce plateau vanté. On raconte
qu'en fait, le sac avait été mis là par un sorcier qui avait rassemblé tous les vents de la région. Prudent, il avait écrit sur le parchemin « À n'ouvrir sous aucun prétexte ». Mais le sorcier n'avait pas pensé qu'un petit berger ne savait pas lire. Et depuis, ce plateau s'est appelé le plateau des 1000 heures au plateau des 1000 vents. Toujours sur KTB Radio, nous partons maintenant avec Géraldine à Notre-Dame-des-Neiges au Prorel. Et ensuite, nous irons à Bouchier, ce petit village, pour écouter la belle Briançonne du Bouchier. Je vais vous raconter maintenant Notre-Dame-des-Neiges au Prorel. Cette grande chapelle se dresse sur un replat du Prorel, à 2030 mètres d'altitude environ, au-dessus de ces admirables belvédères. Un bon chemin muletier y conduit, monté depuis Saint-Pierre, l'acropole de Briançon. À travers de superbes mélésées, l'on aperçoit le petit cube du sanctuaire, d'en bas, de tous côtés, en haute durance, et chacun le reconnaît avec joie, comme un signal aimé, car elle est devenue la protectrice spirituelle de Briançon, et de nombreux pèlerins montent vers elle. On la prend souvent comme but d'excursion matinale, même sans ferveur religieuse. Pourtant, l'origine n'en est pas très ancienne et ne remonte qu'au XVIIIe siècle. En ce temps-là, par une belle journée d'été, une jeune femme depuis Saint-Pierre montait à cheval chercher une trousse de soins auprès du Chalvet. Elle pensait descendre à pied, ayant chargé sur la bête le matelas odorant, serré dans un filet de corde qui constitue la trousse. Mais monter ainsi l'aurait trop fatiguée, car elle se trouvait enceinte de 8 mois. Balancée au pas de sa monture, elle souriait au futur bébé, non moins d'un soleil qui lui permettait de rentrer sa récolte. Car dure la peine et au travail. Comme toutes les montagnardes, elle n'avait pas voulu se laisser arrêter par son état. Tout à coup, le cheval, subitement effrayé, prit le mort aux dents et partit au galop. Pour comble, le bas où était assise la jeune femme, mal sanglée, se mit à pencher vers un éboulis de gros rochers où elle risquait d'être projetée rudement. Folle inquiétude, elle savait le danger pour elle et pour son enfant. La mort à peu près certaine. Elle fit alors le vœu de construire en ces lieux un oratoire dédié à la Vierge Marie, et sa monture s'arrêta aussitôt. Dès que possible, elle convoqua les maçons et leur donna ses instructions. Plusieurs ânes montèrent les matériaux et l'on se mit à l'œuvre. Déjà des fondations étaient faites lorsque la nuit tombait, obligeant l'équipe à redescendre au puits. À la petite auberge, elle remontait. Mais qu'est-ce là? Plus rien auprès des fondations. Où étaient posés les matériaux? Les aurait-on volés? On chercha, et l'un des maçons appelait soudain à un grand cri. Pierre et poutres se trouvaient transportés un peu plus haut, sur un replat. Qui donc avait eu cette idée saugrenue? On redescendit le tout, à grand effort pour commencer le mur. Puis vient la nuit, ramenant chacun au puits. Le lendemain, même plaisanterie, tous les matériaux étaient remontés à tire d'aile. On les redescendit, mais le jour suivant, ils se trouvaient revenus au replat.
l'aventure devenait sérieuse et la fondatrice vit là un signe du ciel. L'oratoire s'élevait donc en ce lieu, d'où il pouvait être aperçu de tous côtés. On retrouvait la même jolie tradition à la fondation de plusieurs chapelles du Briançonnais, dont le Petit Mont-Tabor. Les pèlerins vinrent si nombreux qu'il fallut construire une vraie chapelle pour les abriter des intempéries. Ce fut fait de 1751 à 1759. La Révolution empêcha tout entretien, mais on peut agrandir de 1826 à 1830. Il y eut un nef, une tribune et une cloche fondue en 1849, mais pas par les Valliers. En 1904, une abside fut ajoutée. L'altitude impose des réparations constantes. En 1951, on dut recouvrir le toit en tôle ondulée pour parer au plus pressé. De 1965 à 1978, d'importants travaux ont embelli la chapelle, dont le toit fut refait en bardeaux de mélèze, couverture traditionnelle dans la région. Elle avait été aussi dotée d'argenterie et de vêtements liturgiques. Un livre de raison tenait exactement les comptes, grâce au procureur du sanctuaire. Monsieur Berg nous apprend qu'elle fut d'abord connue comme Notre-Dame du Lot ou du Prorel. Le nom actuel apparaît vers les 1830 dans les écrits du baron Ladoucette, ancien préfet des Hautes-Alpes. Il devient officiel en 1877, à l'instar de Servières, du Fontenil, des Grandes Jettes au Val-Guisane. Les deux grands pèlerinages sont le deuxième dimanche de juillet et celui après le 8 septembre. Un tout récent serait le lundi de Pentecôte, où la chapelle, encore perdue dans les névés, mérite bien son nom. Les pèlerins viennent des Puy-Saint-Pierre, Saint-André, de Briançon et sa banlieue. Il nous souvient de Monetti plusieurs fois, donc entièrement à pied. La confrérie des pénitents noirs de Puy-Saint-Pierre, toujours vivante, menait la procession jusqu'en 1961 en pénitents pieds nus, portait la belle croix d'argent aux brillants des clés de Saint-Pierre. Et il y avait tant de volontaires que la place devait être retenue plusieurs années à l'avance. Au bas de la deuxième montée, le recteur des pénitents offrait la goutte d'eau de vie pour se rendre ses forces, et l'on se précautionnait aussi des tonneaux de vin, pain, jambon et pâté, afin de déjeuner sur l'herbe, après l'office religieux. Il nous souvient des chantres dont l'âge moyen oscillait entre 75 et 80 ans, qui transportaient de gros antiphoneurs et se criaient l'un à l'autre. Cette ligne est mal foutue. Sautez-la. D'où suivait une certaine fantaisie dans le chant grégorien. Sous l'impulsion du père Charpin, chevalier servant de la chapelle, l'association des Amis de Notre-Dame-des-Neiges a réalisé 8 oratoires, tous plus jolis les uns que les autres sur le chemin du sanctuaire, qui fait don monter en les admirant, en buvant aux sources de bons rencontres et de Saint-Hubert.
Ainsi paraît, Notre-Dame-des-Neiges devient un peu plus chaque année la protectrice spirituelle du Briançonnais, rôle qu'elle assurera pleinement de 1940 à 1945. Que de vœux fervents, de prières anxieuses se sont enlevés vers elle. Et n'est-ce pas son intercession qui a si visiblement protégé Briançon en ces temps néfastes. Je vais vous raconter maintenant la belle Briançonne du Bouchier. Le joli village de Presles s'abrite dans les contreforts du massif calcaire de Montbrison, qui domine aussi les Vignons, en Valoise. Au bord de la route nationale se dresse l'obstique de la chapelle Saint-Jacques de Presles. Celle-ci, simple et robuste, s'agenouille sous sa coiffe de lauze. Elle est dédiée à Saint Jacques par sa position sur l'une des routes du pèlerinage de Compostelle. Le Jacquaire, venu de Turin par le col du Mont-Genèvre, s'y arrêtait avant d'aller se réunir aux Provences à Saint-Gilles-du-Gard et d'obliquer vers Toulouse et le passage des Pyrénées à Roncevaux. Entre autres peintures murales intéressantes, nous y voyons la célèbre légende des pèlerins de Saint-Jacques ou le pendu perdu, analysée dans l'art du Briançonnais. Comme elle n'est pas d'origine haute-alpine, nous n'en dirons rien de plus. La forme carrée du rocher samnital de Montbrison lui avait fait donner, par la garnison de Briançon, le surnom de château du gouverneur, au temps où la ville en avait un. De même que 2 pointes rocheuses en avant, sans appeler les ténales. C'était une plaisanterie classique de dire aux jeunes sous-lieutenants fraîchement arrivés: nous sommes invités à déjeuner au château du gouverneur. Quand le malheureux, souhant et souffrant dans les éboudis, demandait d'une voix mûrote si c'était encore loin, on lui révélait la vérité et on déjeunait, mais sur l'herbe. À partir de Presles, l'on a devant soi et sur la droite un puissant éperon rocheux de ce massif de Montbrison qui porte très haut dans le ciel une chapelle. Elle se confond si bien avec la pierre que de nombreux voyageurs passent sans la remarquer. C'est Saint-Hippolyte du Bouchier, village niché dans un repli de pâturage, autrefois abandonné, et qui verrit en résidence secondaire. La chapelle du XIe siècle, restaurée en 1909, dans un site magnifique où la vue s'était au loin sur Presles, Briançon, le Chaberton, Rochebrune, l'aiguille des pénitents, contient de belles peintures murales. À côté, voici le logement d'un ermite, gardien des lieux pendant la belle saison, comme à Villars-Saint-Pancrace. L'hiver, il pérégrinait à travers les vallées. Bien reçu partout, Monsieur Albert connut le dernier solitaire, mort vers 1867, grand vieillard, osseux et robuste, barbu et chevelu. Dans les flots argentés de sa barbe, des générations d'insectes avaient dû vivre et se succéder dans le bien-être de la sécurité. Au XIIIe siècle, cet ermite gardait en plus la Vierge du Bouchier, petite statue de pin Sandro,
portant robe, voile et manteau bleu, doublé d'harmonie. C'est une modane de type gothique, très hanchée. Tenait sur son bras droit un enfant assis, aux cheveux bouclés, de type déjà Renaissance. Or, la tradition assure qu'elle fut taillée dans un cep de vigne, venu des vignoux. Sans doute, c'est une petite énigme. En tout cas, elle était très vénérée dans tous les Briançonnais. Or, Briançon fut atteint par la grande peste de 1348, qui tua tant de monde en Occident. La paroisse promit alors un pèlerinage Tarascon au tombeau de Sainte-Marthe pour lui demander de vaincre la peste, comme la Tarasque jadis. Une délégation partit donc emportant la Vierge du Bouclier, qui fut reçue en triomphe au bord du Rhône et baptisée la Belle Briançonne. Quelque temps après, les hérétiques vaudois, iconoclastes, voulurent détruire les statues, coupables selon eux d'inciter à l'idolâtrie. Humbert, l'ermite gardien, prit peur et partit, cachant la précieuse Madone sous son manteau. Où aller? Et pourquoi pas à Tarascon, où il était sûr d'un bon accueil. En était-il originaire? Il y a tant de liens entre Provence et Briançonnais. Notre belle Briançonne y devient Notre-Dame du Château, par loger dans un oratoire, en forme de la forteresse baignée par le Rhône. Mais elle dut encore déménager et s'installer en 1420 dans une chapelle de Templiers située sur les collines à 8 kilomètres de la ville. Monsieur Mistral donne une autre version. Les Juifs, rue du Château, offrirent de bâtir à leurs frais le nouveau oratoire sur ce rocher des Alpines. Chaque année, sa confrérie va la chercher le dimanche avant l'Ascension, en chantant « Reviens, ô notre grande sainte, ô Notre-Dame du Château, reviens dans notre ville enceinte, nous t'abriter sous ton manteau. » Après le repas sur l'herbette, la confrérie descend en courant dans une grande liesse de tambourins et pétarades. Pourquoi donc en courant? Une certaine année, on négligea de rechercher la statue. Ce serait pour l'an prochain. Or, deux carretiers revenaient ce jour-là à Tarascon. Ils rencontrèrent une pauvre vieille, toute courbée par l'âge. « Et vous autres, ne mèneriez-vous pas bien en ville? »« Ma bête est déjà trop chargée, dit l'un, mais l'autre, montez vite, car un gros orage se préparait au ciel noir, et les deux chevaux prirent le galop. Voilà que la foudre tombe devant le chariot du refus. Alors que l'autre n'est même pas mouillé, son conducteur se retourne pour rassurer sa vieille passagère. Mais, à sa place, il voit la Vierge de la Chapelle. Devant ce prodige, il tombe à genoux et l'apparition disparaît. En mémoire de quoi, l'on court toujours en ramenant la statue. Et on disait que Notre-Dame du Château reviendrait toute seule à Tarascon, si on n'avait pas la chercher. Une fois en ville, l'installe sur l'autel de l'église Sainte-Marthe, où les jeunes filles la revêtant de leurs robes aux 1000 couleurs.
Elle y reste 40 jours, visitant les malades, les vieillards, puis retourne chez elle, en la même joyeuse procession. Sur l'initiative de l'abbé Coste, elle revient en grand cortège, après 625 ans d'absence, visiter sa première demeure, le 8 juillet 1973. On aurait désiré la garder 40 jours aussi, mais les Tarasconnais avaient si peur de ne plus la revoir qu'ils la remportèrent le soir même. Une copie de la statue devait être placée dans la chapelle par les soins de l'association des amis de la belle Briançonne. Après Carrière et sa jolie chapelle aux cyprès déjà provençaux, mais les plus septentrionaux de leur espèce, la route courte au flanc de la montagne, tandis que la Durance s'est enfoncée dans une gorge profonde, où passe la voie ferrée. C'est l'endroit dangereux en hiver, se nomme les traverses de Carrière. Des érudits locaux, comme le curé Albert, veulent qu'Hannibal y ait été assailli par les Brigiani celto-légures et appelé statue Hannibali, comme tant d'autres défilés alpins. À l'époque quaternaire, le glacier de Briançon, moins puissant que celui de la Valouise, est resté suspendu au-dessus de lui. En haut, gardien de confluence, que la route descend enlacée vers l'Argentière pour rejoindre ce nouveau lit glaciaire, la Durance, à scier le fond de la vallée en augue par une énorme antenne faite en rocher et qui présente un étroit passage de 4 mètres de large, appelé Pétruy-Rosson ou Rosting. On y passait pourtant jusqu'en 1807, où le préfet Ladoucette ouvrit la route Cap Briançon par l'itinéraire actuel, qui offre une vue admirable sur le Pelvoux et la Basse-Valouise. L'édit préfet et le curé Albert déclarent que voilà le rocher fendu par Hannibal, avec force vinaigre, dans sa traversée des Alpes au Mont-Genèvre, donc Pagny Rusta, rocher rompu, d'où Pétruy-Roston. Il y ajouta même un temple à inscription latine. Quant à Fauché-Prunelle, il attribue le passage au fameux Sarrazin, dont Rostand aurait été un bandit opposé là, pour détrousser les voyageurs. Ce sont la fantaisie de la fausse éruption du XIXe siècle débutant. On sait par ailleurs que l'histoire du vinaigre est née d'une contresens sur les textes latins. Arriva à l'ABC haute, ou plutôt l'ABC, la route traverse un torrent limite du Briançonnais et de l'Embrunais, dont l'Argentière faisait partie. Au siècle dernier, l'ABC du milieu était le plus important des 16 hameaux de la commune de l'Argentière. Résidence des fonctionnaires et relais des diligences. La famille Rossignol y avait un entrepôt de vin, cuir, épicerie, mercerie et de toutes les vallées voisines. On venait s'y fournir. Chaque année, en fin octobre, les habitants de Dormilous ou au-dessus de Fressinière et au Sillustra, le pasteur Félix Neff descendait en caravane, troquer leurs céréales, porc, agneaux, contre le sel,
l'huile, le café et leurs provisions d'hiver. À l'abbaye du Milieu fut établie en 1856 une route pour désenclaver la Valouise. Si nous la remontons, nous laissons à droite une muraille hélas ruinée, mais que c'était appelé encore mur des Vaudoins. Bien à tort, car c'est le baril de la bâtie, sorti de muraille de Chine, en réduction, élevé en 1376, pour interdire l'entrée du Briançonnais, retardant de bandes de routiers, qui pillaient l'Embrunais. Le Pétuy-Rossan, Clavis, Brionconesi, fut fermé d'une porte avec serrure et lourde clé, aujourd'hui au musée de Gap. Et pour finir, partons dans le Queyras. Merci beaucoup Géraldine, merci à tous pour votre écoute et à bientôt. Merci bien Laura. Nous passons à la légende des jouets du Queyras. Il était une fois, il y a très longtemps. À cette époque, le pays du Queyras était si pauvre que le Père Noël ne s'y arrêtait jamais. Personne ne lui passait jamais commande et son traîneau ne faisait que survoler la vallée. Un soir, le 24 décembre, en passant dans le ciel queyroisien, l'attelage a été secoué par un vent montagnard et quelque chose est tombé de la haute du Père Noël. Un matin, un paysan du village d'Arvrieux a trouvé dans la neige une jolie petite figurine de bois peint en forme d'animal. L'histoire ne dit pas s'il s'agissait d'un poussin ou d'une vache, mais c'était en tout cas un fort joli jouet. Pendant l'hiver qui suivait, le paysan queyrassin en a réalisé d'autres que son épouse a minutieusement décorés. Et d'autres habitants en ont fait autant pour que tous les enfants du pays puissent eux aussi avoir des jouets.